Bon, déjà, bonjour à tous. Je souhaite déjà remercier Télécom Valley pour l'événement. Ça me fait vraiment très plaisir d'être parmi vous et j'espère qu'on distribuera la bonne parole de l'UX un peu plus loin en France et déjà dans la santé. C'est déjà un bel objectif parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a des patients au bout. Donc, c'est vraiment un bel événement. Oui, oui, d'accord. Désolé. Donc, du coup, petite présentation rapide. Je m'appelle Damien Delahaye. Je travaille pour Oléa Médical depuis 4 ans en tant que UX Researcher. Donc, Oléa Médical fait partie du groupe Canon, plutôt dans la branche IRM. Cette présentation que j'ai nommée l'UX face aux enjeux de l'IRM, qu'est-ce qu'elle cache? Tout d'abord, l'UX, qu'est-ce qu'elle nous a permis de faire? Proposer des innovations, des solutions face à un problème. C'est vraiment l'objectif de cette présentation. Vous montrer qu'est-ce que peut vous amener l'UX. Petit sommaire rapide. Première étape, comment on a basculé progressivement vers une vision centrée utilisateur, qui n'était pas forcément intuitif au démarrage. Ensuite, les process qu'on a utilisés, donc UX, expérience utilisateur et les outils qu'on a pu utiliser. Donc, bien sûr, je ne vais pas vous énumérer tous les outils, mais les plus importants et ce qui me semble important de vous montrer aujourd'hui. Et enfin, quelques retours d'expérience et des bénéfices que vous pouvez espérer si vous mettez en place cette méthodologie UX. Tout d'abord, je ne sais pas si vous le savez, mais l'IRM connaît une situation vraiment complexe à l'heure actuelle. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a une vraie pénurie de manipulateurs radio. On estime entre 1500 et 2000 postes vacants, dont 900 rien qu'en Île-de-France. Qu'est-ce que cela a comme conséquence? Déjà, cela entraîne des fermetures de centres de radiologie, donc pas définitifs, mais des vacations, par exemple une matinée, un vendredi matin, ils ne vont pas pouvoir faire tourner le centre d'imagerie. Un autre problème qui se répercute directement sur la masse salariale, sur les manipulateurs radio, car vu qu'il y a cette pénurie, des vacations qui se tenaient auparavant avec 2, voire 3 manip radio, ils se retrouvent seuls à tenir toute cette cadence infernale. Enfin, une de leurs craintes, qui s'exprime par un mot très souvent lors des entretiens, c'est cette peur de devenir des presse-boutons. Cela survient suite à l'arrivée poussive de l'automatisation et de l'intelligence artificielle, certes qui a des bienfaits, mais aussi il ne faut pas oublier que l'homme a sa place, a son champ d'expertise, qu'il peut apporter quelque chose, et il ne faut pas à tout prix le remplacer. Donc il y a une vraie crainte vis-à-vis de cette poussée de l'intelligence artificielle, notamment dans le domaine de l'imagerie. Parce qu'on sait qu'on devient de plus en plus performant dans ce domaine-là. Il y a aussi une augmentation forte de la demande d'examen, le Covid avec des renforts dans les mesures de sécurité. Et enfin, le dernier coup, bien sûr, tout ça a un coût. L'IRM, c'est des millions d'euros à installer. Donc, il faut toujours plus de productivité. Il y a une forte pression pour être rentable. Ça tient vraiment à un fil. Donc, la moindre coupure d'activité peut être vraiment critique pour le centre. Pour pallier à ça, ça fait des années et des années que maintenant l'IRM existe. Ils se sont beaucoup focalisés sur l'optimisation technique, c'est-à-dire les algorithmes, la recherche, c'est vraiment de la recherche fondamentale, la physique de l'IRM, l'intelligence artificielle, le hardware avec la machine, les antennes. Donc la machine, ça peut être par exemple, si vous avez déjà fait un IRM, la table, maintenant elle est automatisée. Elle va se remettre à la bonne hauteur, elle va vous disposer automatiquement, il va y avoir un retrait de la table. Tout ça sont des innovations, des optimisations techniques qui auparavant, il y a 10 ans, ça faisait gagner des minutes entières sur le workflow. Maintenant, on est arrivé à un tel extrême dans l'optimisation que ça joue sur 1, 2 secondes. Ça devient très compliqué d'optimiser encore plus la technique. Face à ce constat-là,
on n'arrive plus à optimiser plus, à aller plus loin dans la productivité en se focalisant sur la technique, sur la recherche. Est-ce que ce n'est pas l'opportunité rêvée de se reconcentrer sur l'humain au cœur du système? Donc ça, je pense que c'est un peu le cœur de cette journée, de ces conférences, c'est de remettre l'humain au centre de la santé. Eh bien là, c'est vraiment le sujet. C'est-à-dire que maintenant, il faut sortir un peu du prisme de la technique et on a repris vraiment le système dans sa globalité et refaire vivre l'humain. Pour ce faire, Oléa Médical, qui je travaille du coup, qui est de base un concepteur de logiciel vraiment dédié au post-traitement de l'imagerie type recherche, vraiment plus pour l'IRM et le CT, ont décidé de prendre à bras le corps ce problème et déjà de faire un effort eux-mêmes de basculer dans une vision ciblée utilisateur. Et on va voir comment on s'y est pris. Ce changement de perspective, c'est déjà reconnaître qu'on ne peut pas concevoir un produit uniquement sur l'intuition. Donc ça, c'est vraiment, si vous êtes des futurs entrepreneurs ou des chefs de projet, etc., c'est vraiment un point qui me semble vraiment très important. C'est-à-dire que même si vous avez acquis beaucoup d'expérience dans un domaine, l'intuition ne suffit pas à créer un projet. Ça peut marcher sur un coup de chance, même une deuxième fois, mais sur le long terme, vous aurez des problèmes. Donc vraiment, même si l'intuition peut être un bon démarrage, essayez de vous raccrocher à des technologies UX, compréhension des besoins, compréhension de l'activité, des tâches, de l'écosystème, des frustrations de la personne. Ne partez pas bille en tête sur un projet parce que vous pensez avoir raison à tout prix. Donc là, on a vraiment essayé de réanalyser l'activité et on imaginait que cela pourrait nous mener potentiellement, pas forcément, mais à une opportunité. On n'a pas voulu créer un produit et le forcer à le rentrer dans un marché. On s'est dit, nous, on veut travailler pour l'IRM, on veut sauver des vies. C'est notre point de départ. Regardons ce qui se fait. On voit que du côté technique, on ne peut plus rien faire. Voyons voir du côté de l'humain. Allons parler aux manipulateurs radio. Allons comprendre ce qu'ils vivent actuellement, pas par des experts qui nous sont décorrélés de la pratique réelle, que ça fait 10 ans qu'ils sont dans des bureaux, pour parler un peu vulgairement. Mais voilà, allons rencontrer les gens qui travaillent et essayons de découvrir des opportunités. Donc là, c'est la première phase. On va rentrer dans une première phase. On sait que, voilà, on a une intuition. Donc là, je reviens quand même sur ça. On avait cette intuition qu'on pouvait faire quelque chose. Donc, on est allé rencontrer les utilisateurs. Mais d'abord, il fallait créer une équipe. C'est la première étape. Donc, tout d'abord, on a eu un programme manager, un project manager, un product owner et un architecte dev. Et première fois dans l'histoire d'Oléa, on a fait intervenir un UX researcher, c'est moi. Voilà. Et donc ça, c'était un premier pari pour eux déjà, parce que c'est historiquement, quand on fait des logiciels de post-traitement, dans l'IRM, on est vraiment très axé recherche, ingénierie, l'UX, le design, on ne comprend pas trop ce que c'est. Donc c'est vrai que ça a été une superbe chance et je les en remercie de m'avoir fait confiance sur ce projet et de pouvoir mener avec cette équipe ce projet. Bien sûr, par la suite, nous avons intégré des développeurs, des QA et des designers pour aller plus loin dans les maquettes. Une fois qu'on avait notre Dream Team, on a pu partir en workshop en complète découverte. Donc là, encore une fois, je ne sais pas si vous avez vu, mais 3 de mes collègues étaient d'anciens manips. Donc, on va se dire, ah, mais peut-être qu'il va y avoir des biais, ils ont peut-être déjà leurs idées, etc. Alors, pour le coup, on a vraiment fait là, pour ce workshop, 2 jours entiers avec une dizaine de manips de différents environnements. Donc, ceux qui étaient plutôt recherche, d'autres qui étaient plutôt cliniques, avec 2 ans d'expérience, 30 ans d'expérience. Vraiment un panel assez large et on n'intervenait absolument pas. On les a laissés complètement en roue libre, aucune contrainte de ressources, de délai, de technologie. On voulait vraiment savoir ce qu'ils voulaient rêver. Alors, si nous demandaient une IRM volante, bon, on aurait peut-être dit non,
Mais le but, c'était vraiment de leur dire, allez-y, vraiment, on va faire un tableau des opportunités. Alors, ils nous ont sorti par rapport aux technologies, par rapport aux interfaces qu'ils aimeraient qu'on puisse faire, par rapport à la qualité de l'image, par rapport aux patients, par rapport à l'organisation. Le but, c'était vraiment de voir ce qu'ils voulaient, juste parler avec eux. Ensuite, on a fait quelques personas pour un peu identifier, parce qu'il y en a plusieurs, il y a eu différentes perspectives de personas. Et puis nous, ça nous a aidé à choisir le bon, celui qui faisait sens pour nous. Nous avons par la suite travaillé un premier workflow. Vu qu'ils étaient une dizaine, on a pu avoir quand même un certain consensus, malgré les différences dans les pratiques. Ça nous a permis de voir ce qui se faisait à l'heure actuelle, les différentes contraintes. Et déjà, au bout de 2 jours intenses avec eux, générer des premières idées. Ces premières idées en poche, on arrive dans la phase vraiment très importante. Donc là, on arrive dans une phase de recherche et d'analyse assez poussée. Donc, fort de ce workshop, on a dû bien sûr l'analyser. Comme vous le savez sûrement, les gens verbalisent ce qu'ils savent, mais quand on leur demande ce qu'ils font, généralement, entre ce qu'ils font et ce qu'ils disent, il y a une certaine marge de manœuvre. Donc, du coup, on est allé sur le terrain, on a fait des observations. Le but, c'est de ne pas interagir avec eux, c'est vraiment de les voir évoluer et d'essayer de voir peut-être les différences par rapport à ce qu'ils nous ont dit, mais d'aller vraiment beaucoup plus loin dans le workflow, comme j'ai pu le faire à droite, comme vous pouvez le voir à droite. On a fait aussi toute l'analyse bibliographique, de la littérature, parce qu'on avait déjà une petite idée de la solution, donc voir si c'est vraiment faisable, si c'est pertinent, est-ce qu'il y a des antécédents. Et là, c'est vrai qu'on a pu faire des corollaires avec d'autres milieux, donc hors santé, où ça a été introduit, où il y a de superbes effets, et on s'est dit qu'en plus, l'activité était au final extrêmement similaire, et c'était vraiment très intéressant de faire le parallèle. Cette phase de discovery, de recherche, est vraiment très importante à faire en amont. Elle est souvent bâclée dans les projets. Souvent, les personnes vous disent « Non, non, allez, on code, on développe ». Et le problème, c'est que si on va trop vite, vous allez à la fin avoir forcément à refaire des choses. Le problème, c'est que le code, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc, il vaut mieux prendre le temps de la réflexion. Quitte à perdre un mois, ce n'est pas perdu. C'est difficile à faire comprendre au CEO, au directeur, de dire bah oui, on va prendre un mois pour réfléchir, bien réfléchir notre priorisation, bien réfléchir notre orientation du produit, être sûr de ce que l'on veut proposer et ne pas aller trop vite dans le code. D'accord? Donc ici, c'est là où on a fait notre découverte majeure. Donc là, si vous pouvez voir dans le workflow, à gauche, il y a le premier patient, au milieu le deuxième patient et à droite le troisième patient. Et comme vous pouvez voir, ils se superposent. C'est-à-dire que lorsqu'il fait l'acquisition, donc c'est-à-dire que pendant que le patient est dans la machine, il doit gérer 3 temporalités. Le patient précédent, le patient actuel qui est dans la machine et le patient suivant. Pendant que le patient est en train d'être dans la machine, il doit finir le dossier du patient précédent et aussi aller préparer le patient suivant parce qu'il ne faut que jamais la machine s'arrête. Donc du coup, vous imaginez avec les problèmes qu'on a dit, quand il se retrouve seul, ça devient vite compliqué. Et c'est là que si on n'avait pas reconsidéré l'humain au cœur du système, si on n'avait pas pris le temps de reanalyser tout ce qu'il faisait, on serait passé complètement à travers ça. Ensuite, on commence à avoir nos premières idées, on va les approfondir. Donc là, notre idée, c'était d'introduire un nouveau dispositif médical pour répondre aux problèmes rencontrés par le personnel. Parce qu'il doit courir dans tous les sens, accumuler énormément de données, aller parler d'un patient, retourner à la console, rendre des informations, les mouvements, etc. La tablette pouvait potentiellement résoudre pas mal de soucis. L'amélioration de la communication, la traçabilité, la surveillance du patient, une meilleure fluidité du workflow, l'accès à l'information à n'importe quel moment, n'importe où et actualisé. Mais ensuite, ce n'est pas tout d'avoir des idées, il va falloir les confronter au réel. Nous avons fait des storyboards,
Donc ça, c'est un outil que je vous recommande, qui est particulièrement percutant, notamment si vous avez besoin de communiquer en interne ou en externe, ou même à vos utilisateurs, vos futurs utilisateurs. Pourquoi? Parce qu'au-delà des mots, parfois les images, les personnes vont pouvoir plus facilement se projeter dans votre idée produit. Et enfin, des maquettes. Donc tout ceci, ça nous a permis de faire nos premiers tests avec nos utilisateurs, avoir leurs avis. Est-ce que c'est viable? Donc là, on a eu notre validation. Mais ce n'est pas tout d'avoir l'accord des utilisateurs. Encore faut-il que ça ait du sens pour le marché, parce que même si on veut sauver des vies, si notre produit n'est pas vendu, ben, on n'en sauvera aucune. Donc du coup, il fallait être sûr aussi qu'il y avait une appétence pour le marché, qu'on ait les bonnes cibles, que ça corresponde à notre image de marque, notre stratégie, etc. Une fois que tout a été validé, les utilisateurs, le marché, tout était aligné, on peut partir en conception, ça devient un produit. Donc là, ce n'est pas l'objet de la conférence de rentrer trop dans de l'opérationnel. Donc je vais rester assez bref, comment on a fait rentrer l'UX au sein des process de développement d'Olea. Donc, on a fait rentrer un process standard du UX. Je vais juste vous alerter sur 2 points critiques. Itérer, itérer, itérer. Donc ça va être la slide prochaine. Et ensuite, ne pas partir en code tant qu'on n'a pas atteint la qualité requise. Donc, c'est-à-dire, vous allez itérer. Et dès que vous sentez que vous arrivez à la qualité requise, chacun a ses standards. Ça dépend aussi le produit, etc. Vous pouvez partir dans la phase de code. Donc, pourquoi l'itération est si importante? Ici, vous avez 3 versions de notre produit qui ont exactement le même cahier des charges, les mêmes fonctionnalités. Et pourtant, la première aurait fait un flop et la dernière marche, alors qu'il y a exactement les mêmes éléments. Tout simplement parce que dans la troisième, l'utilisateur nous a fait ses retours et nous a permis d'obtenir la qualité désirée. Dans le premier, voilà, il y avait des problèmes notamment sur la navigation horizontale, etc. On a corrigé. Le deuxième, honnêtement, on était plutôt content. On avait, par rapport à la cible, on était suffisamment dirigiste. On semblait qu'on était assez flexible, que ça correspondait, il y avait tous les éléments. Et cependant, dès que ça a été testé, on a vu que ça ne marchait pas. La navigation, les éléments sont bons, mais la navigation ne marche absolument pas. Et enfin, la troisième itération, on a réussi à avoir le bon curseur entre le guidage et une certaine fermeté dans la navigation. Donc voilà, d'où l'importance de l'itération. Si on ne confronte pas aux utilisateurs, une fois que ça sera développé, si on avait développé au bout de du premier produit, ça aurait fait mal. Conclusion de cette expérience, eh bien, nous avons réussi, avec un petit groupe, à tout de même réussir à innover dans un domaine dominé par des très grands groupes. Donc, c'est possible. Il suffit juste d'employer la bonne méthode et de s'intéresser aux utilisateurs. Donc, on a réussi à créer un produit innovant. Donc, il a été vraiment créé. Donc, c'est commercialisé. Cela a permis de justifier l'intégration de l'UX. Maintenant, nous avons même un département de conception au sein de l'entreprise. Et maintenant, nous avons implémenté l'UX dans tous les projets. Et pour ceux que ça intéresse, nous allons sortir un nouveau produit pour les radiologues cette fois-ci et avec de l'UX. Quels sont les retours sur investissement que vous pouvez attendre en intégrant de l'UX? Je ne vais pas vous sortir des chiffres sortis d'Internet, ce n'est pas intéressant et vous pouvez les retrouver vous-même. Par expérience, déjà, nous, ça nous a, je pense, amélioré au niveau de l'image de marque, notamment quand on a travaillé avec les différents centres cliniques, parce qu'ils ont vu que, à force d'itérer, eh bien, tout simplement, on les écoutait vraiment et ils voyaient que ce qu'ils nous avaient dit 6 mois auparavant, on l'a intégré. Donc, tout de suite, ça crée une relation de confiance. Ils nous en disent plus, on travaille plus avec eux, etc. Et bien sûr, ils vont parler de notre produit, ils vont dire regardez ce qu'ils ont fait, ils nous ont bien écoutés, etc. L'usabilité, forcément, un bon produit, il va falloir qu'il soit… Maintenant, il y a des standards, les gens sont habitués à leur téléphone, les gens sont habitués aux applications, ils ont un standard. Les sites web d'il y a 20 ans, ça ne marche plus maintenant. Une meilleure cohérence, notamment
sur la longueur de la navigation de l'application, savoir rester cohérent. La satisfaction de l'utilisateur va augmenter. Et un point qui est aussi important, c'est une réduction drastique du coût du temps de développement et la maintenance. Par exemple, notre produit historique, qui n'avait pas de processus UX, et du coup, on est beaucoup dans la maintenance, beaucoup de reworking pour arriver à le maintenir. Augmentation des ventes. Et un que je rajoute moi-même personnellement, c'est vraiment, cela diminue les risques de développer de mauvaises fonctionnalités, de choisir de mauvaises orientations produits. Donc, si vous intégrez en cours de produit l'UX, si vous êtes convaincu par l'UX, essayez de mettre des métriques à l'instant T avant d'intégrer l'UX. Mettez-vous des métriques, évaluez votre produit, faites un cycle d'UX, refaites vos tests métriques et voyez si vous a bien apporté quelque chose. Enfin, je vous laisse des commentaires de la team sur la valeur de l'UX. Je vous laisserai lire à l'occasion si ça vous intéresse pour ne pas dépasser le temps. Et merci à tous. Si vous avez des questions. 3 ans. 3 ans. Là, c'est en cours. C'est en cours d'installation maintenant. C'est les premières installations se fait en ce moment. C'est, si je ne dis pas d'erreur, 2019. 2019. Donc, ça fait 3 ans qu'on est dessus. Oui. Alors, il y a différentes étapes. Ça, c'est une question très intéressante. Alors, si oui, si nos prototypes étaient codés ou uniquement fake, donc uniquement des maquettes, donc c'est vrai que c'est très intéressant parce que ça dépend de la problématique. Alors, vu qu'on était sur du domaine tactile, pour la plupart des choses, la plupart des maquettes, avec Adobe XD, Figma, ça suffit largement. Par contre, on avait certaines fonctionnalités qui nécessitaient des drag and drop ou des manipulations un peu trop avancées. Et là, on a fait du code. On a fait vraiment coder, mais on ne faisait pas coder toute l'interface. On faisait un petit carré un trou dans la maquette. On faisait là du vrai code et autour du fake. Oui, je ne sais pas. Oui. Bah, ça a été pas mal d'évangélisation. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir quand même une équipe qui m'a beaucoup soutenu avec les directeurs. Et aussi, on a essayé de prouver à chaque fois, donc étape par étape, dans le produit, montrer les retours, essayer de montrer des chiffres. Par exemple, vous pouvez faire des tests d'usabilité qui sont avec des métriques qui sont vraiment précises. Vous pouvez voir, vous regardez ce qu'on a pu atteindre. Euh, N'hésitez pas même à, par exemple, ce qu'on a pu faire, c'est lors de tests, faites venir une personne, ça ne vous coûte rien, vous le mettez en mute et il voit un peu la valeur de votre travail et il ne va pas se dire « Ah, il fait que des boutons ». On ne fait pas que des boutons, on l'a choisi en vert parce qu'on avait envie. Et c'est vraiment essayer de leur faire comprendre qu'il y a une vraie expertise derrière ça, un savoir pour faire les entretiens, d'analyse, etc. Et ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, n'hésitez pas à les faire participer vraiment au quotidien, leur évangéliser au maximum. Et il faut prouver. Après, du coup, on a eu la chance d'avoir ce projet où on nous a laissé prouver la valeur de l'UX aussi. Ils nous ont donné la chance de le faire. Donc, voilà. Oui. Oui. Alors nous, du coup, on a beaucoup, parce qu'en fait, on n'a pas pu, on a une toute petite équipe. Donc là, ce qui est sorti, c'est une première version, mais on a énormément de improvement en stock qu'on a pu donner à Canon, du coup, et après, ça sera à eux après de gérer, parce
Ça marche comme ça, c'est spécial, mais c'est eux qui m'en ont la main sur le produit. Nous, on a tout donné, tout ce qu'on a pu, tout notre savoir, toute la liste de fonctionnalités et à eux d'intégrer après par la suite. Voilà. Ça, je ne sais pas. Oui, oui. Donc, alors ça, c'était vraiment pour le premier workshop. Ensuite, on a fait du recrutement pour faire tourner, avoir de nouveaux. Alors, en plus, il y a le problème politique, comme on est un certain constructeur, ça peut être compliqué d'aller voir d'autres personnes du même constructeur parce qu'il y a aussi l'espionnage industriel. Il peut y avoir on ne voulait pas que notre projet, en le montrant, puisse fuiter n'importe où. Moi, je n'avais pas le droit de parler directement, par exemple, aux manips, enfin, d'aller les chercher moi-même. Donc, on avait vraiment une personne dédiée qui pouvait, parce qu'il était au courant, par exemple, des accords financiers qu'il y avait, etc. Donc, c'est vrai que c'est un domaine, la santé, hélas, où ça peut être vite compliqué pour l'UX d'avoir accès à ces ressources. Cependant, la chance qu'on avait dans l'équipe, c'est vrai qu'on avait 3 anciens manips. Donc, ça nous a permis de, pour les premières étapes, pour les premières itérations, suivant la criticité de la feature, on se faisait confiance parce que voilà, on était quand même 3 manips. Moi, derrière, qui avait fait quand même, maintenant, ça faisait 2 ans que j'étais dedans, donc j'avais fait suffisamment de recherche, je connaissais quand même maintenant le sujet. Les premières itérations, on pouvait les faire entre nous, ça nous faisait gagner du temps. Et lors des dernières, l'évaluation finale ou avant-dernière, là, les vrais utilisateurs. Mais gagner du temps. Si on faisait à chaque fois avoir besoin, en fait, on n'aurait jamais avancé. C'est impossible. Donc, c'est vrai que d'avoir en interne ces personnes-là, ces ressources-là, ça nous a quand même beaucoup aidé et fait avancer. Donc, il faut jongler aussi par rapport à la criticité de la feature. Certaines, on n'a même pas du tout confronté l'utilisateur. Parce que vraiment, un panneau de configuration, ben, on s'est dit, voilà, par rapport à tout ce qu'on a à faire, ce qu'on doit sortir, la criticité, là, il n'y a pas de risque. Là, on se fait confiance, on réfléchit en bonne intelligence, on fait nos process UX, on fait une bonne usabilité. Il n'y a pas de risque. Par contre, voilà, quelque chose où il va vraiment jouer au quotidien avec, là, on ne peut pas se permettre de se priver de lui. Par une configuration où on sait qu'il va rentrer dedans juste le jour de l'installation et plus jamais rentrer dedans, bon, on peut se permettre. Donc, c'est toujours le bon curseur. Ah, pas forcément. Ça ne se fait pas comme ça. Un tel produit ne se fait pas comme ça. Et nous avions des contraintes politiques aussi, parce donc on fait partie de Canon. Donc, il fallait aussi avoir l'aval à chaque fois, la stratégie, etc. Et donc, il y a eu toute une première partie. Alors, après, ce que je n'ai pas dit, c'est que cette solution tablette faisait partie d'un tout. Il y a une autre partie que je ne parle pas, mais c'était un bien plus vaste projet. D'accord. Mais les itérations, parce qu'en fait, alors si je peux vous remontrer le produit, ça va vous donner un peu plus d'idées pourquoi tout ce qu'il fallait. Donc là, vous avez les 3 écrans principaux. Donc vous avez la worklist, je ne sais pas si vous voyez un peu, donc c'est la liste patient du jour de la personne. Ensuite, il y avait tout le dossier patient à imaginer, à traiter, etc. Et la partie aussi monitoring qu'on appelle, c'est la surveillance du patient en temps réel. Et tout ça, parce qu'on avait mis la barre haute aussi en termes d'exigence envers nous-mêmes et pour les utilisateurs. Donc, c'est vrai qu'on a pris le temps. On a pris le temps de bien faire les choses. On n'avait pas forcément une contrainte forte pour sortir à une telle date. Donc, c'est vrai qu'on a pu itérer. On a pu aller jusqu'à ce niveau-là. Donc, 3 ans, ce n'est pas 3 ans d'itération. Il y a eu là, ça fait 1 an. Oui, oui. Mais ça doit faire alors, je vais peut-être dire une bêtise, ils vont peut-être me taper sur les doigts en voyant le live, s'ils me regardent, mais ça peut-être 1 an qu'on est vraiment sur de la prod dure. Et que.
Après, tout dépend, votre cycle, ça va tout dépendre de ce que vous attendez à l'arrivée. Donc, c'est vrai que nous, en fait, il faut le voir. Vous pouvez l'avoir une première fois, ce cycle, de manière très macroscopique, très niveau projet, très niveau stratégique. Donc, ça, c'est vraiment une recommandation que je pourrais avoir. Même, c'est vraiment pour être sûr que ce soit en accord avec votre stratégie, être sûr que le produit et les principales chaînes fonctionnelles soient cohérentes. On ne va pas rentrer dans le détail. On s'en moque qu'il y ait possibilité de supprimer. Voilà, c'est les principales chaînes fonctionnelles. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on va atteindre? Est-ce que c'est aligné avec nos stratégies? On peut faire quelques itérations, quelques maquettes pour un peu susciter l'appétence de la direction, d'investisseurs aussi. Parce que ça, dès qu'on a un peu de concret, de suite, ça devient un peu réel aux yeux, d'où le storyboard. Faire des petites maquettes, ça ne coûte rien. Donc, vraiment, prendre le temps de faire peut-être ce premier jet, ce premier cycle UX très macro, très niveau projet. Et quand vous rentrez, alors là, je ne suis pas rentré au niveau opérationnel, mais c'est vrai que toute cette phase, on a les phases d'idéation, de génération d'idées et d'évaluation. Certaines demandaient une itération. Une itération, on était déjà dans le bon, on valide directement. Certains, on devait faire 2, 3 fois. Et c'est surtout, après, voilà, il y a des sujets, une navigation d'application. On est obligé là d'être vraiment certain de ce qu'on fait. Ça va être critique, ils sont mobiles, ils sont en train de bouger. Il y a certaines choses, on ne peut pas se permettre de faire de l'à peu près, mais il y a certaines fonctionnalités, en un coup, ça suffit. Donc, c'est votre cure. Oui, c'est ça. Et après, on descend dans la production, on refait le cycle. En fait, on le refait, mais à niveau micro, au niveau features. Même au niveau features. C'est-à-dire, par exemple, la features worklist, on refait tout un cycle UX dessus. On sait qu'on doit faire une worklist, mais alors, qu'est-ce qu'on affiche? Qu'est-ce qu'on affiche? Qu'est-ce que vous voulez comme information patient? Dans quel ordre? Quelle couleur? Comment? Et là, tout refaire, on refait des cycles. Et ça, c'était juste pour ça. Donc après, pour chaque fonctionnalité, on a fait un cycle UX. Donc ça fait du travail. D'où le temps. Ouais, ouais. Il y a eu un an bien, je pense, pour rien que comprendre vraiment là où on voulait en venir, vraiment comprendre l'intérêt du projet. Et après, c'est notre responsabilité de le prouver aussi. C'est de montrer aussi que c'est. Allez, on va laisser. Merci.